Minasan konnichiwa, c'est Louis de Oishi Cuisine. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment s'intégrer au Japon. Que signifie s'intégrer? Comprendre les freins et les problèmes à une intégration réussie. Nous allons également faire un zoom sur la culture japonaise pour pouvoir mieux interagir en société. Enfin, cette vidéo s'adresse en particulier aux personnes qui désirent rester au moins une durée longue d'1 an au Japon, mais éventuellement, si vous êtes curieux ou curieuse, vous risquez d'apprendre des choses dans cette vidéo, donc restez avec nous, c'est parti. Alors, que signifie s'intégrer? Pour moi, s'intégrer, c'est arriver à vivre en autonomie dans le pays de manière épanouie, donc en adéquation avec les mœurs du pays d'accueil et son identité. En gros, c'est pouvoir respecter donc les règles du pays dans lequel vous allez vous trouver, pouvoir communiquer, s'en sortir seul, pas être seul spécialement, mais être autonome et pouvoir vivre de manière totalement épanouie. Donc, expliquer ce qu'est s'intégrer, c'est totalement simple à comprendre également, mais dans les faits, pour pouvoir y arriver, c'est là que la chose apparaît comme étant beaucoup plus complexe, et c'est là tout l'objet de cette vidéo, donc nous allons en voir ensemble pourquoi. Les difficultés se situent à plusieurs niveaux. Premièrement, sa propre attitude. Deuxièmement, la langue. Troisièmement, la culture et les codes sociaux du pays. Et quatrièmement, le travail. Alors, en ce qui concerne le premier point, je veux parler de l'attitude. Je constate en général deux types de problèmes qui sont, vous l'aurez compris je pense, liés à des extrêmes de comportement. Dans un premier cas de figure, la personne qui est extrêmement chauvine en fait et qui rejette en bloc tout ce qui peut venir de son pays d'accueil, et inversement, la personne qui a tendance à beaucoup trop idéaliser et qui veut se faire paraître plus japonais que le japonais lui-même en voulant à tout prix intégrer les mœurs coûte que coûte. Donc, comment dire, dans le premier cas de figure, je pense qu'il y a une frustration qui naît du fait que le français va arriver et de par son comportement rejeter finalement en bloc les idées, la culture de l'autre, tout simplement parce qu'il va toujours être dans un processus de comparaison et par bien des aspects se dire que c'était mieux en France, que le système de santé, voilà, il était moins cher, que l'école pareil, que le mode de pensée japonais, c'est-à-dire qui n'est pas finalement individualiste, mais la pensée de groupe va le déranger parce que finalement la liberté d'expression, le fait de pouvoir dire plein de choses, pouvoir se sentir plus libre, ben finalement au Japon ça va être beaucoup plus controversé, nuancé, et on se sent plus oppressé du fait qu'il faut entre guillemets coller plus à la masse. Donc ça va être un côté qui va être dur à la personne qui est très chauvine des valeurs françaises, pour qui voilà, les principes d'égalité, de solidarité, de liberté d'expression et de pouvoir débattre lui tiennent énormément à cœur. Et au Japon finalement on va voir plus tard dans cette vidéo que par bien des aspects finalement la communication elle est beaucoup plus complexe et les règles qui régissent la communication sont quand même beaucoup plus voilà, poli et avance dans un certain sens que nous Français nous sommes pas particulièrement habitués. Et donc dans le deuxième cas, celui où la personne va essayer d'intégrer trop fortement les mœurs japonaises, peut se retrouver également frustrée, mais à l'inverse finalement par un espèce de rejet de la population qui ne le considérera jamais finalement comme un japonais. Vous savez, en France, bon voilà, nous sommes polyethniques, vous avez voilà, des personnes de couleur bien sûr, des personnes de différentes religions, de différentes provenances. Et quand vous en voyez un dans la rue ou une, vous n'êtes pas en train de stigmatiser ou de dire oh oui, peut-être que c'est un étranger. Non, en général, bon, ça peut très bien être une personne voilà, issue de l'immigration qui arrive, qui est en France voilà, depuis plusieurs années ou qui est née sur le territoire, et on n'a pas ce ressenti-là. Quand un japonais voit un étranger qui a la peau blanche, noire, etc. arriver sur le sol japonais, bien sûr, il pense en premier lieu étranger. Et quand bien même vous aurez cette volonté de vouloir coller aux mœurs et coller à la société japonaise, on pensera toujours de vous que vous êtes un étranger. Ce qui n'est pas à confondre avec du racisme, puisqu'il n'y a pas de sentiment malveillant à votre encontre à ce niveau-là. C'est juste un fait établi pour les Japonais. Pour être japonais, il faut se coller, s'assimiler à la société et en même temps
avoir du sang japonais, avoir des traits physiques japonais. Voilà, c'est un concept ici au Japon, c'est comme ça que ça marche. Donc du coup, cette personne-là, quand bien même elle va essayer d'être plus japonais que le japonais, elle va se retrouver finalement un peu frustrée. Donc, de ce fait, vous allez me dire, mais quel est le bon comportement à adopter? Eh bien sûr, je pense que vous avez déjà un élément de réponse. Je pense que ça se situe un petit peu dans la norme, dans le milieu. C'est-à-dire, bien sûr, il me paraît indéniable qu'il est nécessaire de comprendre la société japonaise, d'apprendre la langue, d'essayer de s'assimiler un petit peu à cette culture, tout en ayant quand même son identité, savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas pour pouvoir être épanoui, ne pas tout le temps essayer de renier en bloc ses origines. C'est à la fois essayer de tendre une main vers la culture de l'autre tout en conservant aussi des acquis et faire un mix de tout ça. Alors du coup, je vais vous donner un exemple concret quant à la différence de culture pour illustrer ce que je suis en train de vous dire depuis le début de cette vidéo. Prenons l'exemple de la communication au Japon. Alors, je venais de dire à l'instant qu'en France, voilà, nous étions beaucoup plus directs et que nous avions une affinité pour débattre. Au Japon, quand vous allez communiquer avec votre interlocuteur, vous allez toujours beaucoup plus faire attention et soigner ce qu'on appelle la forme du discours, qui aura presque, je dirais, égalité ou même voire être plus importante que le fond de ce que vous êtes en train de dire. Donc la forme du discours, c'est la manière avec laquelle vous allez dire les choses, alors que le fond, c'est ce que vous avez envie de faire passer, véhiculer comme message. Donc au Japon, la communication est régie par un ensemble de règles au niveau du langage, mais au niveau aussi de la manière d'aborder les choses. Vous ne rentrez pas en opposition directe avec la personne. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous allez avoir tendance à essayer d'arrondir les angles, tendance à essayer de trouver un consensus, plutôt que de mettre la personne mal à l'aise dans un débat ou alors à lui faire devoir clairement exprimer ce qu'elle pense. Vous allez essayer d'entendre l'émotion de l'autre, d'entendre un petit peu ce que lui peut, quelle sensibilité il a pour ne pas avoir à le froisser. Voilà comment ça va se traduire. Donc, comment faire pour avoir un bon comportement en tant qu'expatrié? Moi, personnellement, je pense qu'il est toujours important de surveiller la forme de son langage, que l'on peut dire les choses, mais à partir du moment où vous faites attention avec qui et avec la manière avec laquelle vous allez faire passer votre message, votre communication va gagner en qualité. Ce n'est pas parce qu'on est au Japon qu'on ne peut pas dire ce que l'on pense, mais en tant que Français, pensez toujours, avant de parler de quelque chose et de venir remettre en question quelque chose, réfléchissez toujours à la manière dans laquelle vous allez le dire et comment la conversation peut se passer au mieux. Ensuite, la langue. Alors, il faut que je vous dise, le français et l'anglais ne vous sauveront plus. Bien sûr, parlez l'anglais et si vous avez envie d'enseigner la langue française, ça va jouer, mais il faut impérativement que dès à présent, ou si vous êtes déjà au Japon, que vous vous mettiez à apprendre la langue japonaise. Je vais vous donner une petite anecdote. Dernièrement, je suis assistant en langue anglaise, et lors de mon entretien, il était clairement spécifié sur mon mensetsu, donc la feuille de mon entretien que j'avais reçue, que l'entretien allait se passer entièrement en japonais. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé, je me suis présenté en japonais, la conversation entière s'est faite en japonais, et lorsque même j'ai eu une petite difficulté à énoncer quelque chose en japonais, j'ai demandé au jury si je pouvais éventuellement juste traduire ma pensée en anglais pour des besoins de me faire comprendre. Il m'a dit très clairement non, il faut que vous utilisiez le japonais. Donc ça traduit aussi que depuis quelques années, le Japon est en train de durcir un petit peu les conditions de recrutement au niveau des étrangers, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y en avait beaucoup qui arrivaient juste avec de l'anglais et du français, qui ne connaissaient absolument pas les mœurs, qui ne connaissaient pas la langue et qui avaient des problèmes de communication dans les équipes. Et au jour d'aujourd'hui, ça commence à poser un petit peu problème avec les équipes de japonais. Et voilà, donc au niveau du travail, déjà la langue...
c'est un impératif. Alors, il n'y a pas que la langue, bien sûr, imaginez-vous la situation inverse, que vous êtes en France mais que vous ne sauriez pas parler français, vous allez être handicapé à plusieurs niveaux, bien sûr, au niveau social, pour vous faire des amis, tisser des liens d'amitié, sur la durée, bien entendu. Si vous cherchez éventuellement l'âme sœur, ou rencontrer quelqu'un, forcément ne pas parler la même langue, et devoir switcher sur une langue, vous comme elle, ou vous comme lui, alors que c'est pas votre langue maternelle à tous les deux, bah, ça risque de poser aussi des problèmes de communication, malheureusement. Donc je tiens quand même à vous rassurer d'une chose, moi-même je ne maîtrise absolument pas le japonais, j'ai un niveau qui me permet de me faire comprendre au quotidien et bien voilà, de passer mes entretiens, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre. Je pense pas qu'il est utile de maîtriser la langue complètement, même si c'est quand même une très bonne chose si c'est le cas pour vous, mais la logique, la bonne logique dans ce cas-là, ce serait d'admettre qu'il faille toujours faire de son mieux pour essayer en vue de maîtriser la langue et ne pas se contenter d'eux. Vous voyez la petite nuance, il y en a qui se contentent de baragouiner, hein. Je sais qu'il y en a aussi, ils disent, voilà, bon, ils savent dire Ohayou gozaimasu, konnichiwa, arigato, hop, c'est bon, j'ai un niveau basique en japonais, je le mets sur le CV. Bon, certes, qu'on sache ou pas apprendre le japonais, enfin qu'on sache ou pas, le japonais c'est une notion qui est très subjective, mais soyez quand même réaliste et soyez honnête avec vous-même. Hein. Savoir parler une langue, c'est essayer de la comprendre dans un maximum de situations différentes. Ensuite, troisième point, la culture et les codes sociaux. Alors, ce point-là particulièrement, je pense que je ferai une autre vidéo à ce sujet pour rentrer plus en détail parce que ça regroupe vraiment énormément de choses. Hein. Traiter l'ensemble de la culture japonaise sur une vidéo, ça serait bien présomptueux et en même temps, je pense pas que ce soit réellement réalisable. Par contre, je m'apprête à vous donner une petite liste non exhaustive de ce que vous allez pouvoir retrouver assez communément dans le comportement des Japonais qui pourra peut-être vous aider un petit peu à mieux les comprendre et à prendre note finalement. Donc, pourquoi je veux parler de la culture et des codes sociaux? Tout simplement parce que dans la communication, ne serait-ce que pour parler de ça, vous avez donc ce que je vous expliquais, le langage, le discours, etc. Mais vous avez aussi le langage non verbal, vous avez aussi le langage de ce qui se joue dans la conversation et tout ça, ça est dicté bien sûr par un ensemble de règles, vous vous en doutez. Donc c'est parti, le premier point, je voudrais vous parler du wabi-sabi. Alors pourquoi le wabi-sabi? Qu'est-ce que c'est que le wabi-sabi? C'est un concept japonais qui repose sur, communément, la beauté de l'éphémérité. Alors pourquoi je veux vous parler de ça aujourd'hui? C'est parce qu'il faut que vous compreniez que le japonais a une affinité avec le temps présent, ce qui se passe au moment même. Donc ça va vous aider à comprendre la manière avec laquelle il travaille. Un japonais se concentre sur la tâche qu'il a au moment où il l'a fait. Le futur ne l'intéresse pas à ce moment précis, c'est-à-dire que le japonais, quand vous communiquez avec lui, la communication se doit d'être claire, nette, précis. Et quand vous faites quelque chose, une activité, vous proposez une activité avec un japonais, on se concentre pleinement à ce que l'on fait. Quand on mange, c'est le temps de manger et pas de faire autre chose. Quand on travaille, on s'applique à la tâche avec toute la perfection qu'on peut faire pour mener à bien notre projet, que ce soit quelque chose de physique ou une tâche plus intellectuelle. Voilà, on se concentre, c'est des moments où on se concentre. Ce temps est dédié, une fois qu'il est passé, il n'existe plus. Voilà, c'est un concept, c'est un état d'esprit, alors que nous en France, on est tout le temps, voilà, on est en train de manger, qu'on est en train déjà de penser au plat qu'on va manger le lendemain, on est au travail, mais on pense déjà aux prochaines vacances qui vont se passer. Au Japon, c'est un temps pour chaque chose, et chaque chose en son temps. Ensuite, vous avez le Ikki. Le Ikki, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le concept qui permet, voilà, d'être sophistiqué, de faire preuve, pardon, d'élégance et de sophistication. Alors ça signifie pas se la péter comme un gros bof, c'est surtout, voilà, faire preuve de respect envers autrui, de se respecter également soi-même en tant que personne. Et ça se traduit par le fait qu'un japonais ne va pas essayer constamment de prendre le dessus sur la personne. Bien sûr, il y a un contexte hiérarchique vertical qui est très fort, très établi, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'eux. Néanmoins, voilà, le japonais va toujours, le concept même, voilà, d'une communication avec un japonais, c'est toujours lui, il va essayer de s'inférioriser, de vous valoriser, ne vous fera pas perdre la face, et il y a une espèce de jeu un petit peu comme ça dans la communication, et également dans l'attitude. Voilà, un japonais bien éduqué, voilà, prendra toujours sur lui, et fera preuve d'empathie, essaiera toujours de penser un petit peu à ce que vous pouvez ressentir. Ensuite, lié un petit peu à ça, vous avez le concept du ninjo. Le ninjo, c'est tout simplement faire preuve d'empathie pour une bonne société. Alors,
je vous cache pas qu'avec le monde actuel, voilà, on est de plus en plus dans une société de consommation, hein, le Japon n'y fait pas exception. Ce que je veux dire par là, c'est que le ninjo, c'est voilà, vouloir aider quelqu'un qui est dans le besoin, c'est toujours ce concept de vouloir régir une parfaite harmonie au sein de la société, voilà, de s'aider les uns les autres. Maintenant, il est vrai que comme les pays occidentaux en ce moment même, hein, voilà, il y a un esprit un petit peu plus individualiste, je pense, qui est en train de se développer, qui est lié intrinsèquement à la société de consommation hein, dans laquelle on vit. Le Japon voilà, ne fait pas exception, le Japon voilà, a des problèmes aussi à ce niveau-là, donc je ne veux pas vous cacher, là je n'ai pas envie de vous vendre quelque chose comme quoi avec les concepts que je suis en train de vous énoncer que le Japon c'est sublime, non, il y a des problèmes aussi, et bon voilà, l'empathie pour une bonne société, j'ai envie de dire que ça dépend un petit peu des gens, hein, c'est comme pour nous, bien sûr que des Français sont capables de faire preuve d'empathie pour une bonne société, vous avez aussi des personnes qui ne sont pas trop sensibles à ce niveau-là, et au Japon c'est un petit peu pareil. Ensuite, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent renforcer un petit peu cette tendance. C'est Shudanshiko. Le Shudanshiko, qu'est-ce que c'est? C'est la mentalité de groupe. Et là, c'est un des points essentiels un des points qui me différencie énormément avec le Japon. Je voudrais pas trop caricaturer, mais il est vrai qu'il faut reconnaître qu'en France, on a une mentalité, on est individualiste. C'est pas péjoratif. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, on accorde énormément d'importance à notre bonheur personnel. Ce que je suis en train de vous dire peut vous paraître un petit peu hallucinant, parce que vous allez vous dire oui, oui, tout à fait, enfin, qui n'a pas envie d'être heureux? Enfin, c'est un peu le but même de l'humanité, de l'existence. On est né pour vouloir voilà, qu'on se fasse plaisir, pour être heureux. Et bien je vais vous dire qu'au Japon, le concept du bonheur est relayé au second plan, derrière tout un tas de choses. Au Japon, on pense au groupe, on pense au bonheur de la société, de la pérennité de la société, de la pérennité de la famille, du travail qu'on effectue, et ensuite on pense à soi. Dit comme ça fait halluciner, on se dit oui, non mais c'est hypocrite, c'est pas possible. Je peux vous assurer que si. Le Japon est ainsi fait que le bonheur personnel n'est pas une fin en soi. La vie se passe, le temps passe, et eux ils sont là, ils sont pas en train de finalement à penser comment ils pourraient améliorer finalement trop leur qualité de vie, si ce n'est un peu plus avec des moyens financiers. Mais quand vous demandez à un Japonais qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te ferait plaisir, vous avez toujours une espèce de réponse un petit peu étrange comme ça, comme bon, moi c'est dormir, manger, enfin voilà, des trucs très basiques, très primaires, mais il n'y a pas de pensée réellement philosophique sur qu'en est-il de ton accomplissement, ou à quoi tu aspires, à quoi tu as envie de... Il n'y a pas cette réflexion-là. Ça a été quelque chose qui m'a beaucoup surpris au Japon finalement. Mais ça fait partie de la culture, parce qu'un Japonais raisonne en termes de groupe et de société. Et ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi il est peut-être moins individualiste, et surtout pourquoi il ne ressent pas la nécessité de débattre sur sa condition, de débattre sur tout un tas de sujets, ou de s'intéresser à la philosophie, des choses comme ça. Alors ceci expliquant cela, c'est pourquoi vient se greffer un outil de communication propre au Japon. Je parlais tout à l'heure que les Japonais ne disent pas foncièrement ce qu'ils pensent. Il y a là le concept du tatemae, du honne tatemae, que je pense la plupart d'entre vous connaissent ou en ont déjà entendu parler. Alors, vite fait pour ceux qui auraient zappé, le tatemae c'est un discours de façade qui permet de dissimuler ce que l'on pense réellement au profit de polir un petit peu la relation sociale et la communication pour ne pas heurter la sensibilité de l'autre. Alors, nous en France, c'est pas un concept qui est très bien vu, hein, je dois le reconnaître, on aurait plutôt tendance à comparer ça avec la langue de bois ou de l'hypocrisie. Mais d'un point de vue japonais, avec toutes les règles de la société et la manière de penser qu'ils ont, ce n'est absolument pas le cas, et ça serait se fourvoyer de leur prêter ces intentions-là, puisque eux ils n'ont justement pas l'intention de nuire en se faisant paraître pour hypocrite, mais plutôt justement pour préserver l'autre, et justement préserver les sentiments de l'autre, hein. C'est ce qu'ils appellent aussi l'omoyari, le respect, c'est voilà, c'est ne pas lui faire perdre la face, et
voilà, préserver un petit peu le consensus et le bon sens de la communication. C'est pourquoi ils utilisent ça. Mais c'est quelque chose qui nous perturbe énormément parce que, on n'y est pas accoutumé et que souvent on est toujours un petit peu dans la frustration, dans le flou à se dire mais ce qu'il pense c'est vraiment ce qu'il pense, ou bien comment je peux faire pour savoir s'il y a vraiment de la sincérité, ou suis-je toujours en droit de douter de ce qu'on me dit. Voilà, et là malheureusement j'ai envie de dire que même pour les Japonais eux-mêmes c'est quelque chose d'assez terrible, assez difficile. Si vous voulez mon avis personnel, je pense qu'une petite dose de tatemae est nécessaire au quotidien, mais l'excès de tatemae, vraiment je pense qu'il nuit aux relations sociales, particulièrement les relations hommes-femmes ici au Japon. Donc moi j'aurais plutôt tendance à nuancer et à voir ça, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait finalement de faire attention à la forme du discours, mais de pouvoir quand même continuer, espérer pouvoir dire un petit peu ce que l'on pense. Ça c'est un peu le piège, il y a un problème de communication au Japon, et du fait justement d'utiliser trop de tatemae, les gens ont du mal à tisser réellement des amitiés, au sens, nous, où on le prend, quoi. L'amitié à la française, voilà, l'amitié au Japon, l'amitié en France, il y a deux amitiés, mais il y a deux conceptions différentes, je pense. Ensuite, dernier point nécessaire à l'intégration, pour moi, c'est le travail. Ça, c'est clairement, enfin, dans n'importe quelle société, j'ai envie de vous dire, mais particulièrement au Japon, parce que c'est peut-être, à leurs yeux, la chose la plus importante qu'il puisse y avoir. C'est connu, ça c'est de réputation mondiale. Les Japonais sont des hard workers, voilà, ils n'arrêtent pas, c'est le travail, c'est hyper important. Peu importe le travail que vous faites, mais tout individu doit se montrer utile à la société. Voilà, vous travaillez dans un combini, vous êtes PDG, vous êtes ce que vous voulez. Le travail, c'est un des ciments de l'intégration ici. Si vous ne travaillez pas, vous aurez difficilement le droit d'être considéré entre guillemets finalement, il faut dire les choses comme elles sont. Mais par contre, si on voit que malgré les difficultés, malgré voilà, que vous êtes dans l'apprentissage de la langue, etc., mais que vous faites quand bien même l'effort d'eux, vous allez avoir beaucoup d'admiration et de respect de la part des Japonais, ils sauront vous le reconnaître. Les Japonais utilisent un concept qui s'appelle le gambaru, qui signifie faire de son mieux, finalement, si on pouvait traduire ce concept. Et en vous voyant parti voilà, d'un point de départ et en gravissant petit à petit les échelons, en faisant preuve de bonne volonté, on va vous dire de vous, encore un autre terme japonais, que vous êtes erai, que vous êtes quelqu'un d'exemplaire. Et voilà, que ce sera tout à votre honneur, et les Japonais vous encourageront dans ce sens-là. Et clairement, voilà, le travail, le monde du travail, malgré la conjoncture actuelle, malgré si c'est dur, même pour un Japonais, c'est ce qui vous permettra, voilà, de fonder voilà, de toute la base de votre cercle social, de votre d'absolument tout, j'ai envie de dire. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais apporter une petite conclusion sur comment s'intégrer au Japon. On a vu quand même pas mal d'éléments là depuis le début de cette vidéo. Cette vidéo n'a pas pour but de vous apporter une méthodologie complète de comment s'intégrer, mais plutôt des pistes réflexives, pour que vous soyez au courant de tout un tas de concepts et que vous-même vous puissiez les adapter voilà, un peu à votre guise. Je pense que de mon point de vue, s'intégrer au Japon, c'est faire preuve de respect, d'humilité, d'un travail quotidien et voilà, de compréhension de la culture afin que vous puissiez voilà, vivre la meilleure expérience possible. Ce que vous pensiez tenir comme acquis, il faut que vous essayiez de le mettre un petit peu de côté, de vous ouvrir à la culture de l'autre, que vous puissiez à la fois quand même respecter vos envies, ne pas dénigrer la personne que vous êtes. Nous sommes tous uniques, nous avons une belle personnalité, nous méritons tout à chacun d'être heureux et heureuses, et c'est dans ce sens-là voilà, qu'on doit vivre notre vie, je pense. Bon voilà, je vous souhaite à toutes et à tous la meilleure des intégrations possibles, ou alors si vous étiez là juste par curiosité, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous voudriez revoir voilà, des petits sujets un petit peu de faits de société sur le Japon, ou des sujets un petit peu, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires, à vous abonner aux vidéos, et bien sûr, ça sera un plaisir pour moi de répondre à vos questions et de préparer de nouvelles vidéos sur ce type de sujet. Je vous dis, passez une bonne soirée, bye bye, à la prochaine.